bienvenue dans le 1945 de ITV. Le dossier du fer de la Falémé refait surface. L'ambassadeur de la Turquie au Sénégal révèle que la société Tosyali a bel et bien conclu un accord avec l'État du Sénégal pour l'installation d'une usine de sidérurgie. Ahmed Kavaz, l'invité du jury du dimanche, est au micro de Mamadou Ibrakan. Moi, je viens de parler à un représentant de cette société pour savoir la suite. Oui. Cette société va continuer. Les conditions du monde, économiquement, il y a beaucoup de problèmes. Moi, personnellement, je ne connais pas son patron, mais je connais sa personnalité. Et il vient de dire, tout ce que je gagne en Afrique, je vais investir en Afrique. Est-ce que c'est un accord équilibré? Et pour savoir, il faut voir l'expérience algérienne. Il y a certaines attitudes contre cette société, mais l'Algérie, avec cette société, a bien réussi sa capacité de construction. Moi, je savais même en Turquie que le média ou bien les hommes politiques d'opposition critiquent ces initiatives. On parle de la liberté d'expression. Est-ce qu'on peut interdire de cette liberté, disant que pourquoi vous accusez, pourquoi vous... Ça veut dire que les critiques bien définies et raisonnables, c'est mieux. La Turquie rejette les accusations du président français Emmanuel Macron selon laquelle une campagne anti-française est mise en œuvre par Ankara et Moscou. L'ambassadeur de la Turquie au Sénégal considère que les enjeux sont plutôt économiques. Devant le JDD, le diplomate est également revenu sur les drames issus des caricatures du prophète de l'islam Mohamed, paix et salut sur lui, en France, qu'il condamne vigoureusement, et tout en dénonçant la position du président français sur cette affaire. La synthèse avec Abdurrahman Li. La France voit d'un mauvais œil la présence turque en Afrique. Réplique de Ahmed Kavaz aux accusations du président français qui a soutenu que la Turquie et la Russie financent une campagne anti-française en Afrique. Pour nous, l'Afrique, ce n'est pas un continent inconnu. On n'a pas besoin de faire une politique anti-française en Afrique. C'est une accusation sans valeur. Oui. Tout le monde connaît que la France, l'Angleterre avaient beaucoup de relations avec tous les pays africains. Pour eux, si un autre pays comme la Chine, l'Inde, la Turquie, la Russie vient en Afrique, ils font des relations dans n'importe quel domaine, ça dérange. Une république anti-religieuse poursuit Ahmed Kavaz sur la France. L'ambassadeur de Turquie au Sénégal revient sur les caricatures du prophète, paix et salut sur lui. Il condamne la position du président français et les violences qui en ont découlé. La France, depuis un quart de siècle, essaye de créer un islam accepté tout d'abord par la France, soit de la part des musulmans, soit par des non-musulmans. On ne peut pas accepter n'importe quelle tuerie. Chaque fois, il y a des tueries envers une personne ou bien des personnes. La Turquie, chaque fois, fait des réactions contre n'importe quel terrorisme. Le diplomate précise que le président turc Recep Tayyip Erdogan ne cherche en aucune façon un quelconque leadership dans le monde musulman dans sa politique de défense de l'islam, même si par ailleurs, beaucoup de musulmans s'y reconnaissent. Une nouvelle souche du coronavirus découverte en Grande-Bretagne. Les autorités très attentives. Le directeur de la prévention au ministère de la Santé, Dr Mamadou Ndiaye, informe que nos autorités attendent plus d'informations de l'Organisation mondiale de la santé pour s'y pencher réellement. Mais concernant le vaccin contre le coronavirus, il estime que notre pays attend la finalisation de la chronologie de l'OMS et le moment venu, le Sénégal va mettre en place sa planification. Docteur Mamadou Ndiaye est avec Cheikh Diop. Nous avons appris toujours bien sûr par la presse au niveau de la Grande-Bretagne a évoqué une nouvelle souche
par rapport au coronavirus. C'est une information que nous avons apprise, mais que nous n'avons pas suffisamment de recul et surtout en concertation avec l'Organisation mondiale de la santé, nous attendons des informations plus probantes pour nous prononcer sur la question. Pour l'instant, mais c'est une possibilité qu'il peut y avoir. On la prend, on attend d'avoir plus d'informations. Aujourd'hui, il faut savoir qu'une des mesures qui est en tout cas actuellement la plus en vue, c'est l'arrivée ou en tout cas un vaccin qui se profile à l'horizon. Donc c'est déjà une avancée significative qui veut dire qu'on est en train de prendre le dessus sur la maladie. Quand des vaccins font leur irruption sur le panorama scientifique, il faut dire que la maladie est sur le contrôlé. Mais on a vu que dans beaucoup de pays, on est en train de vacciner les populations. Où en est le Sénégal? Le Sénégal est en train de se préparer conformément à notre agenda, comme la plupart des pays dans lesquels nous sommes, n'est-ce pas? Nous attendons que selon notre préparation, selon également la chronologie que l'OMS est en train de faire pour pouvoir valider l'ensemble de ces vaccins, pour pouvoir entamer nous aussi notre planification, parce que pour entrer en phase de vaccination, il faut faire de la planification. Il faut prendre de la planification, un plan bien élaboré avec tous les éléments, les tenants et les aboutissants. Nous sommes dans notre chronogramme qui, encore une fois, est jusqu'à présent respecté et bien en ordre. Et concernant le bulletin de santé du jour, 4 décès sont enregistrés, 88 nouvelles contaminations notées sur 1356 tests, 26 cas graves sont en service de réanimation et 29 patients ont été contrôlés négatifs, donc guéris. Autre chose, la journée internationale de la solidarité humaine célébrée ce 20 décembre, un prétexte pour parler de la solidarité en cette période de crise sanitaire, mais force est de constater qu'elle semble affaiblie, car chacun essaie de joindre les deux bouts. C'est du moins l'avis des citoyens abordés vers l'avenue Faidherbe par notre reporter Mam Seynabou Babou. Vie au rythme de Noël, guirlandes, boules lumineuses, jouets pour enfants de 3 à 7 ans, tout y est. Après quelques minutes de marchandage, cette dame cède et décide de vendre à son premier client du jour. Des clients, cette dame en voit rarement. 3 ans, 7 ans. Nous avons exposé nos marchandises en espérant que les clients vont venir. Je viens de vendre une poupée, mais les clients comme ce monsieur sont rares. Le marché est vraiment impacté par la Covid-19. Le marché de Noël, c'est aussi les sapins et guirlandes lumineuses. Chez ce jeune homme aussi, la vente marche à pas de caméléon. Pour dire vrai, les choses sont vraiment dures. Nous n'arrivons pas à faire des bénéfices. Contrairement à l'année passée, c'est vraiment dur. À cela s'ajoute la cherté de la marchandise. Les marchandises sont très chères. Ce que nous avions l'habitude d'acheter à 7 000 francs chez le grossiste, actuellement c'est à 10 000 francs ou plus. Et nous sommes obligés de vendre plus cher. Avec la rareté des clients et la cherté des marchandises, ces vendeurs de jouets et autres objets pour Noël se voient obligés de revoir leur prix à la hausse. Une décision qui n'enchante pas tout le temps les clients. Toutes nos excuses, c'était plutôt l'élément de Boubacar Dieng concernant les commerçants sur les allées du Centenaire qui attendent toujours leurs clients malgré que le marché soit inondé de jouets et autres gadgets. Et le même scénario est constaté au marché artisanal de Soumbédioune. Les artisans attendent toujours leurs clients et la présence du coronavirus dans le pays est encore la cause de cette situation jugée désastreuse par les artisans. Hawa Chao, reportage. C'est le calme plat au marché artisanal de Soumbédioune. En ces périodes préparation de Noël, les marchés refusent du monde d'habitude. Mais cette année, Soumbédioune attend toujours ses clients. Les artisans incriminent la Covid-19.
Comme vous pouvez le constater, rien ne bouge dans le marché et cela est dû à la Covid-19. Nous sommes plus impactés et ça fait 9 à 10 mois qu'on galère. À cette heure, on avait beaucoup de clients dans le marché, mais pour cette année, il n'y a rien. Mais cette fois-ci, ici, en période de décembre, vraiment tout le monde gagnait beaucoup d'argent parce qu'il y avait beaucoup de clients qui entraient dans le marché. Mais depuis que le Covid, moi je dis que c'est le Covid qui a causé par exemple ce silence qu'on est en train de vivre, quoi. Durement touchés par la pandémie, les artisans sculpteurs sont dans le désarroi. Le corona a impacté notre travail et tout ce que nous avions mis en réserve. On l'a écoulé, nous devons même payer des dettes. Auparavant, nous avons gagné beaucoup d'argent, mais cette fois-ci, rien, on reste dans le vide. On gagnait beaucoup d'argent. Mais non, on ne trouve pas notre compte actuellement, c'est dur. Là où tu me vois là, tu ne peux pas me dire qu'il y a un blanc qui traîne ici. Les affaires ne marchent plus comme avant, mais les bijoutiers et vendeurs de tableaux s'en sortent tant bien que mal. Je rends grâce à Dieu. J'ai des clients qui sont à l'étranger, aux États-Unis, en France. Certains aussi sont ici au Sénégal. Mais en tout cas, l'artisanat est vraiment impacté par la Covid-19. Mais le Covid artisanat. Nous, oui, parce que nous, on est des vendeurs de tableaux par rapport à d'autres personnes. Ils vendent des wax, des trucs du genre. Donc nous, on y trouve. Artisans, sculpteurs, bijoutiers et vendeurs de tableaux se disent affectés par le coronavirus. Un coup dur pour ce secteur qui est aujourd'hui à terre. On reste avec les artisans, avec l'association qui les regroupe à Guédiawaye. Elle revient sur les difficultés de leur secteur. Face à la presse, les artisans de Guédiawaye interpellent le chef de l'État, Macky Sall, et lui rappellent sa promesse de donner aux artisans un espace de travail sur les bandes de Filao. Mamadou Lamine Fati. En dépit de l'érection d'un ministère de l'artisanat pour la prise en charge du secteur, l'association des artisans de Guédiawaye demande au président Macky Sall de réaliser ses promesses de 2016. Quand le système est en danger, s'opposer est un devoir. C'est le contexte où on est ici pour combattre la situation auquel nous vivons. Parce que lors du conseil des ministres décentralisé, la venue du président de la République, il nous avait promis il avait dit au premier ministre de nous caser sur le littoral. Et que Aliou Sall, le maire de la ville de Guédiawaye, avait dit que son espoir est basé sur les artisans pour développer le département de Guédiawaye. Tout le monde sait que le département de Guédiawaye n'a pas d'entreprise. Guédiawaye, c'est que de l'artisanat. Et que comme je l'ai dit tout à l'heure, 97% de l'économie de notre pays, c'est dans le secteur informel. 45,6% de notre économie, c'est dans le secteur artisanat. Donc ce secteur doit être pris en charge. Pour avoir absorbé une quantité importante de jeunes issus de l'échec scolaire, l'artisanat, selon le président du secteur de Guédiawaye, joue un rôle non négligeable dans l'insertion socio-professionnelle des populations. Nous remercions le président de la République de nous avoir octroyé un ministère plein, mais dans le secteur de l'artisanat, tout le monde sait que tout est urgent et que les artisans meurent, mais ils font semblant d'être contents. Pourquoi? Parce que c'est leur éducation. Ils ont de très bonnes éducations de base. Tous les enfants qu'on exclut dans l'école, on les place chez les artisans. Et les mairies viennent nous déguerpir, on est obligé de demander des sollicitations à travers les mairies. Nous, artisans de Guédiawaye, on dort ici, on réveille ici. Donc on doit demeurer ici. Nous sommes artisans et nous le demeurons. Donc on prie M. le Président de la République de nous octroyer dans les bandes de Filao un espace de travail pour que les artisans de Guédiawaye puissent exercer leurs fonctions. Face à la presse, les artisans de Guédiawaye les ont exprimé leur souhait de disposer d'espaces dans le littoral pour continuer à jouer leur rôle dans la récupération et l'insertion des jeunes. Les membres de l'association des artisans de Guédiawaye appellent l'intervention du président Macky Sall.
Je vous le disais tantôt, la Journée internationale de la solidarité humaine est célébrée ce 20 décembre, un prétexte pour parler de la solidarité en cette période de crise sanitaire, mais force est de constater qu'elle semble affaiblie car chacun essaie de joindre les deux bouts. C'est du moins l'avis des citoyens interpellés sur la question vers l'avenue Faidherbe par notre reporter Mame Seynabou Babou. Le Sénégal, pays de la teranga et de la solidarité, a-t-on l'habitude de dire. Une solidarité mise à l'épreuve par la Covid-19. Avenue Faidherbe, lieu de rencontre entre commerçants et acheteurs. Le vendeur de lunettes estime que coronavirus ne rime pas avec solidarité. Il n'y a plus d'entraide au Sénégal. Chacun pour soi, Dieu pour tous qui prévaut. Tout le monde est fatigué. Les gens n'ont plus de travail et ils sont nombreux à être surpris par le coronavirus. Pour ce vendeur de masques, la pandémie n'est qu'un prétexte, mais n'a aucun impact sur la solidarité des Sénégalais. Extrait. La solidarité n'a rien à voir avec la Covid-19. Le Sénégal a toujours été le pays de la teranga. Selon moi, les riches doivent aider ceux qui n'ont pas les moyens. Fallou est une personne vivant avec un handicap. Selon lui, le manque de solidarité est réel en cette période. La Covid a mis un coup de frein à l'élan de solidarité qui prévalait au Sénégal. Je confirme et j'en sais beaucoup de choses. Parfois même, les gens se cachent derrière leur téléphone pour ne pas répondre à quelqu'un qui les sollicite. Pour beaucoup, l'impact de la Covid-19 sur l'économie mondiale a sapé en même temps l'élan de solidarité de certains Sénégalais. Comme pour dire qu'en temps de crise, même si c'est l'union qui doit prévaloir, on assiste à Dieu, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ville de Dakar, une appellation habituelle chez les Sénégalais, mais bon nombre de Sénégalais ignorent le sens et le statut. Selon nos interlocuteurs, il n'y a pas d'intérêt à changer le nom de la ville. Certains soutiennent même que cela n'est que la politique. Un reportage de Mame Astoukan. Nous sommes au centre de la capitale dakaroise, sur l'avenue Lamine Gueye, plus particulièrement au parc Lambaye. Ici, chacun vague à ses occupations. Difficile de trouver des personnes qui veulent aborder le sujet. Mais ces commerçants ont accepté de se prêter au jeu. Nous sommes ici, ça doit faire 30 ans maintenant. Mais nous ne connaissons pas la signification de la ville de Dakar. C'est surprenant, mais c'est le cas. Assis devant son magasin, le sexagénaire soutient qu'ils sont à Dakar juste pour travailler. Mais ils ignorent complètement l'existence de la ville. Nous sommes venus ici pour travailler puisque c'est Serigne Modou Moustapha qui l'avait demandé à son père, raison pour laquelle nous sommes là. Pour ce qui est du changement du nom de la ville, ces commerçants révèlent que les politiciens sont habitués des faits du genre. Nous savons que nous sommes dans la capitale sénégalaise, mais c'est les Lebou qui sont les premiers venus ici. Ce serait surprenant puisque nous nous sommes déjà habitués à l'appellation de Dakar. L'État ne défend que ses intérêts et ça ne devrait pas se passer comme ça. On a remarqué que dans ce pays, il y a trop de politique et on veut tout politiser, ce qui n'est pas normal. Parce que les gens sont policiers. Les talibés sont Ville de Dakar, une appellation habituelle chez les Sénégalais, mais bon nombre d'entre eux ignorent le sens de ce statut.
Parlons culture. L'école des sables de Toubab Diala rajeunit et diversifie son équipe dirigeante. Sa fondatrice Germaine Akogny regrette le choix des danseurs sénégalais qui préfèrent s'expatrier. La mère de la danse africaine interpelle l'État pour un soutien et pour donner plus de rythme à cet art. Germaine Akogny est au micro de Babacar Seck. Il y en a qu'on a vraiment, wallahi billahi. Les Sénégalais, on les a bien suivis. Mais bon, qu'est-ce que je peux faire s'ils vont ailleurs et qu'ils peuvent faire travailler dans les boutiques, être vendeurs ou s'expatrier? Je n'y peux rien. Donc je pense que le gouvernement devrait nous aider à garder les jeunes ici, leur donner les infrastructures qu'il faut et aider la danse, n'est-ce pas? Ils ont fait beaucoup de progrès, beaucoup d'efforts pendant la pandémie, mais je pense que la danse est éducation, formation, communication, communion. La première action des nouveaux directeurs, on a fait une audition avec des danseurs sénégalais. Et on va faire une compagnie locale qui va tourner dans le Sénégal et aussi dans les régions. Donc on a besoin d'être... Les jeunes peuvent rester chez eux s'ils ont trouvé les moyens de rester chez eux. Donc, nous, on fait une part, mais le gouvernement, on ne demande pas tout au gouvernement, parce qu'ils ne peuvent pas tout faire, on comprend. Mais s'ils aident les jeunes resteront là. Et les danseurs sénégalais, le jour qu'ils seront à la hauteur et qui resteront, ils prendront la direction de l'école des sables. Pour l'instant, ils ne sont pas là. Savez-vous que l'élevage est un secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre? Il est aussi responsable d'une grande partie de la déforestation. Ainsi, la consommation de viande, surtout en excès, est très mauvaise pour le climat. Moustapha Gabar Diop nous en dit plus. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, l'élevage est responsable d'environ 15% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, pas moins des 4/5 des émissions totales du secteur agricole. A noter que ces émissions dues à l'élevage ne sont pas tant des émissions de dioxyde de carbone, mais plutôt de deux autres puissants gaz à effet de serre. Il se révèle ainsi responsable de 53% des émissions de protoxyde d'azote et 44% de celles de méthane. Sur 100 ans, le méthane émis par décomposition des excréments et les vents et les rots des ruminants présente un pouvoir réchauffant près de 300 fois plus élevé que le CO2. L'élevage pose également la problématique de la déforestation. Aujourd'hui, les productions animales mobilisent plus de 80% des terres agricoles, des terres non boisées et qui stockent donc moins de carbone, même si les prairies entourant les élevages permettent de stocker une partie du carbone émis par les troupeaux. La consommation excessive de viande favorise donc l'émission de gaz à effet de serre et le changement climatique. Pour y remédier, une des solutions préconisées est la réduction de notre consommation de viande en mangeant moins souvent et en moindre quantité à chaque fois. Les autres solutions, résidant dans l'évolution des pratiques agricoles, pourraient mener à des réductions significatives des émissions, que ce soit en matière d'alimentation des troupeaux, de santé ou d'élevage des animaux ou encore de gestion du fumier. Je vous retrouve à 20h30 sur notre plateau spécial événement culturel en compagnie de Hamdello et de Aliou Diagne, artiste peintre. L'information de ce sera l'affaire de Adama Anouchkaba qui d'ailleurs est déjà là pour la suite de la totale du dimanche. À vous l'antenne, Adama.